Bonjour Maxime, la saison s'est terminée, le HAC a fini 8e, le record de la section a été égalé. Quel est ton avis perso sur qu'est-ce que tu peux dire de cette saison? Cette saison a pris du temps à démarrer. Voilà, on a eu une intersaison compliquée, on a eu un début de championnat compliqué avec un calendrier d'une pas très favorable et de deux des blessures ou une jeunesse qui n'était pas encore vraiment prête à jouer en Arkema Première Ligue. Et après, quand tout le monde était revenu au meilleur de sa forme vers le mois de novembre, on a vu une stabilité de l'équipe retrouvée. Et puis à partir du mois de décembre, on va dire un quasi sans faute, 17 matchs, 4 défaites, 2 contre le PFC, une contre Lyon et une contre Dijon. Donc face au top 1, top 3, top 4. Donc on va dire que c'est une saison qui a été un peu comme un marathon, très long à se dessiner, mais au bout on est très content de passer la ligne d'arrivée et d'avoir sa médaille. Justement, au mois de décembre, il y avait un match un peu tournant qui était le match contre Strasbourg où vous avez enfin pris un point alors que vous étiez à 3 points au bout de 9 journées. Est-ce que c'est pour toi le tournant de la saison? Oui, je pense que les 2 derniers matchs de décembre face à des concurrents directs, Strasbourg et Guingamp, ont été les 2 tournants. L'égalisation face à Strasbourg, ça a été, on va dire, le premier coup. Et franchement, s'il y a un tournant à dire, c'est vraiment cette victoire à Guingamp à la 85e avec Madeline qui rentre et qui sur son premier ballon pratiquement va marquer, ou son deuxième de la tête. Je pense qu'elle touche 2 fois le ballon de la tête avant de marquer de mémoire. Et donc je pense que ces tournants sont là. Voilà, ça donne du regain d'énergie, ça donne aussi de l'espoir, surtout quand on arrive à décoller et à remonter à hauteur de Strasbourg à mi-championnat. On avait 2 équipes à 7 points, nous et Strasbourg, et de ne pas être décroché du peloton. Ça donne espoir et ça nous a permis pendant les vacances de respirer plus posément. Exactement, et en plus vous avez pris de la confiance, on l'a vu dans cette double confrontation contre Montpellier, que tu dis toujours le meilleur match de la saison. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu considères ça comme le meilleur match? Je considère ça parce que en tant que coach, il y a des choses, et c'est ce que j'essaye aussi des fois de dire aux joueuses, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. On essaye tout le temps maintenant dans le monde moderne d'expliquer les choses par des statistiques, par des GPS. Aujourd'hui, quand vous êtes coach, vous êtes sur le banc, il y a des sensations, il y a comme un peu un 7e sens qui arrive et là on se dit waouh, l'équipe ça fonctionne quoi. On était en bloc, on perdait plus de ballons comme on perdait en première partie. On récupérait des ballons super intéressants et on arrivait à trouver et à toucher nos joueuses derrière les lignes adverses, on arrivait à se projeter alors qu'en première partie c'était plus difficile que ça de faire ces mêmes actions quelques semaines auparavant et bien sûr on se dit que quand on est comme on était avant-dernier, on se dit qu'à un moment ça va tourner et quand vous avez première récupération, Chancel qui trouve Laurie qui marque, deuxième récupération, Chancel qui alourdit le score, vous dites ça y est, ça a basculé, la chance est venue de notre côté. Et ces 2 confrontations face à Montpellier, un cadre du championnat, a donné d'une de la confiance aux joueuses, 2 de la confiance au staff, et 3 une direction à tenir pour acquérir ce match quelques journées plus tard. Et ce match face à Montpellier, c'était aussi l'un des matchs de ce parcours historique en Coupe de France avec une demi-finale. Est-ce que tu penses que ce parcours a eu un rôle aussi dans le renouveau de l'équipe? Oui, parce que la Coupe de France, ça permet de faire tourner et d'incorporer peut-être des joueuses qui jouent moins en championnat, voilà, de faire tourner. Et quand vous êtes joueur et joueuse, vous êtes compétiteur, la Coupe, je leur avais dit, c'était leur façon à elles de s'exprimer. C'est aussi un état d'esprit, la Coupe, on avait bien insisté sur ça. Et quand vous prenez direct Montpellier, vous vous dites c'est un cadre, eux ils ont la prétention chaque année de la gagner. Alors là c'est un club qui a déjà gagné le championnat et la coupe, donc ils sont habitués à ce type de match à coup direct. Et gagner encore là-bas une semaine après à Gramont avec un effectif encore décimé. Je me rappelle, Elisabeth C n'avait pas fait le voyage, Chancel non plus. Voilà, et c'était l'occasion d'Ikram Adjabi de l'avoir titulaire et d'avoir fait peut-être l'un de ses meilleurs matchs avec ses couleurs ciel et marine. Et après, quand vous êtes lancé, quand vous êtes tenu par des objectifs sportifs, de vouloir aller le plus loin en coupe, tout le monde est entraîné. À l'entraînement, ça se voit.
on se donne encore plus parce qu'on veut sa place en coupe ou en championnat. Et ça fait progresser l'ensemble et après on arrive au résultat qu'on a eu en fin d'année. Il y a eu en plus cette demi-finale avec un public qui a battu le record d'affluence au Stade Océane. Est-ce que c'est une fierté pour toi et pour le groupe d'avoir réalisé cela? Moi, je pense que c'est une fierté surtout pour les joueuses et le club. Je pense que c'est une volonté du club depuis pratiquement 10 ans de développer sa section féminine. On le voit ici où nous sommes pour l'interview, un bâtiment quasi neuf, des terrains d'une qualité très bien. Voilà, chaque année, le club, par l'intermédiaire de son actionnaire Vincent Volpe, de son président délégué Jean-Michel Roussier ou encore des présidents d'associations, voilà, une volonté de l'ensemble de faire progresser le foot féminin havrais et normand. Et donc au bout de 10 ans, on peut être très satisfait et le fait que le nombre de spectateurs au stade augmente, c'est-à-dire qu'il y a un réel engouement aussi sportif et sportive dans la ville, parce qu'il n'y a pas que des hommes qui viennent voir le foot, il y a aussi des femmes. Il y a aussi des clubs aux alentours du Havre qui sont venus nous soutenir et on les remercie d'être venus nous soutenir face au PFC. Et ce maintien en D1 permet d'avoir un club encore féminin dans l'élite dans le foot français. Est-ce qu'il n'est pas plus beau ce maintien après ce début de saison compliqué? Si, il est quasiment beau. Je ne vous cache pas si j'ai un petit secret à vous dévoiler. Au mois d'août, avec Laure Le Pailleur, un jour autour d'un café, on s'est dit la même phrase. On s'est dit, tu verras, notre première partie sera dure et on regrettera notre première partie à la fin de la saison. Voilà. Et quand on fait quelques entretiens avec des joueuses, c'est vrai qu'on a un goût amer parce que si on avait réussi à faire la même chose en première partie qu'en deuxième, je ne dis pas qu'on aurait été chercher très haut, attention, il faut toujours se raisonner, mais je pense qu'on aurait pu peut-être battre le record aussi de la place au classement, voilà, avec l'état d'esprit et les performances qu'on a affichées. Mais qu'est-ce qui est le plus beau de rebondir d'échec en échec, saisir les opportunités quand elles se présentent à nous. Et on a été sur une phase ascendante. Il y a d'autres clubs qui ont commencé très fort et qui sont descendus au fil de la saison et qui nous ont rejoints dans la zone de relégation. Et aujourd'hui, moi, je préfère avoir cet état d'esprit de commencer peut-être un peu dur, mais savoir se relever. C'est à l'état d'esprit des Havrais, c'est à l'état d'esprit de la ville et un peu de ce blason qui représente un bouclier qui est forme guerrière. Et ça, la mentalité, comme le dit Vincent Volpe, depuis le début avec les filles, il lui dit bien en américain, je vais essayer de... vous êtes des guerrières, et donc il le dit, et ça nous caractérise. Comment dire, ça nous caractérise. Ça nous caractérise bien, et donc par rapport à ça, on est très content d'avoir fait cette saison de cette manière. Et comme le disent si bien nos supporters, toujours avancer, ne jamais rien lâcher. Exactement. La devise des Havrais. Voilà. Cette saison, c'était aussi ta première expérience en tant que coach. Comment tu l'as vécu personnellement? Je vous avoue que j'étais pas prêt à aller sur une équipe première, il faut vous dire, voilà. Mais par contre, quand il y a une opportunité, quand on vous tend la main, quand il y a une opportunité à saisir, je saisis toujours. Voilà. On m'avait dit que ça allait être dur, c'était pas simple, c'était pas non plus extrêmement dur, hein. Il y a plus dur dans la vie que d'entraîner une équipe de ce niveau. Mais ça a été très formateur pour moi. Parce que le management des pros et le management d'un centre de formation jeune n'est pas du tout le même. La communication qu'on doit aborder au quotidien n'est pas toujours la même. Et là, il y a vraiment aussi un côté compétiteur qui rentre en jeu. À la formation, avec les 19, vous gagnez, vous perdez. Tant que vous ne descendez pas au niveau régional, le club est content. Voilà, l'objectif, c'est de former et de sortir des jeunes. On a vu aussi cette année s'exprimer. Mais voilà, ce rôle de compétition, d'avoir, on va dire, un peu plus de pression, un peu plus de regard envers son travail, envers la performance de son équipe. Ouais, c'était comment dire, un peu de pression, mais c'était de la bonne pression, je trouve, parce que quelquefois, quand on est chez les jeunes, pas on est oublié, mais on a l'impression que la compète, elle ne sert pas beaucoup, alors que chez les pros, vous gagnez, tout le monde est content, vous perdez, vous êtes dernier, vous vous faites engueuler. Et moi, je trouve que c'est ça qui est magnifique dans mon métier. Et je suis très content, à 12 mois après ma nomination, pratiquement, d'être là et d'avoir franchi le pas, d'avoir saisi cette opportunité et d'avoir fait en sorte que le club se soit maintenu en Arkema Première Ligue. Tu parlais tout à l'heure de 7e sens. Comment as-tu intégré la stratégie, as-tu intégré au cœur de ta stratégie l'analyse data? Oui, on a un superbe analyse vidéo, Benjamin Apollon, qui maîtrise bien l'outil, parce que sortir de la data pour sortir de la data, sortir des chiffres pour sortir des chiffres, ça veut tout dire et rien dire. On s'est focalisé sur
10-15 items sur notre saison, que ce soit pour nous, pour nos adversaires, voilà, pour établir des fiches stratégiques pour le plan de jeu face à nos adversaires, mais aussi pour analyser notre performance, que ce soit sur des récupérations, où on récupère, comment on récupère et comment on utilise le ballon derrière. Et à partir de toutes ces datas, on a essayé d'orienter en deuxième partie un maximum de notre style de jeu, un maximum de stratégie en direction de ce que nous donnaient aussi ces chiffres. Donc maintenant, l'instinct de coach ne suffit pas, il faut vraiment intégrer la data. Oui, il n'y a pas que la data, Non. parce que j'aime aussi dire que je suis très amateur aussi de rugby, j'aime beaucoup, je me cale beaucoup sur Christophe Furios. Oui, des fois il faut de la data, mais des fois il faut arrêter la data, des fois il faut revenir aux fondamentaux. Voilà, sans GPS, sans statistiques, combien de ballons j'ai touché, combien j'ai... Voilà, quand vous êtes spectateur, moi ce qui me plaît c'est après les matchs, quand on monte un peu dans le salon, voir les familles, voir quelquefois la presse, quelquefois les personnes comme vous qui suivez le club, et que quand je serre la main, comme disons-le, on me fait ah elle a été forte, elle a été forte, pourtant vous n'avez pas les datas, vous n'avez pas les GPS, vous n'avez rien, vous avez juste eu votre ressenti et votre œil qui a dit que, et quelquefois ben, ça suffit. Quand vous allez sur un recrutement, sur un match, vous êtes capable de dire elle c'était la top joueuse du match. Ben voilà, et aujourd'hui c'est ce que je dis souvent aux joueuses, pas besoin de data. Les datas sont là pour aider, pour progresser, pas de souci. Mais à un moment donné, quand vous faites l'unanimité sur un match, vous faites l'unanimité, pas besoin de data. Donc il faut, je pense, savoir jongler entre les deux. Des fois, il faut apporter de la data, des fois, il ne faut pas la prendre en considération. Et surtout, de bien sélectionner ce qui peut nous apporter au quotidien et pas s'en aller dans des données qui nous font perdre la direction dans laquelle on doit aller. Ok, tu parlais d'un coach dans le rugby qui t'a particulièrement marqué. Est-ce que tu as un modèle dans le foot, un coach qui t'a marqué au début de ta carrière ou même toujours aujourd'hui? Oui, peut-être les gens vont me dire que je suis fou. J'aime beaucoup Christophe Pélissier. D'une pour avoir, et je remercie encore un ami de m'avoir permis de travailler proche de lui pendant un an. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui vient du monde amateur. C'est quelqu'un qui a toujours su bricoler, construire des effectifs, construire un club comme à l'USNAC, le faire monter, voire à Amiens, qui a récupéré des équipes de N1 et les a fait monter jusqu'en Ligue 1 et les a fait maintenir. Il l'a encore fait avec Auxerre. Et en fait, à travers cette personne, je vois tout ce qu'un entraîneur doit avoir. Dans la difficulté, être capable de faire le dos rond et de prendre tout le monde sur ses épaules. Et quand il y a victoire, de savoir partager avec son staff, avec le club et avec son effectif. Et aujourd'hui, je ne dis pas que je fais que copier Christophe, mais je m'inspire beaucoup aussi de comment au quotidien il a pu être avec ses joueurs, de comment il a pu aussi manager son staff. Voilà, entre quelquefois donner des coups de gueule, donner un petit bâton pour redresser un peu tout le monde, et puis derrière des encouragements, parce qu'on sait très bien qu'un maintien, et je pense que c'est un des spécialistes en France sur les montées Ligue 2 et maintien à Ligue 1, c'est très dur. Voilà. Après, comme tout coach, j'aime aussi regarder d'autres entraîneurs. Voilà, je ne vous cache pas, Pep Guardiola, comment il fait jouer ses équipes, comment il s'adapte aussi en fonction du championnat, des Ancelotti, j'adore aussi des Mourinho, avec de la personnalité, mais je reste toujours raisonné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas Pep Guardiola, je n'ai pas l'effectif de Pep, je ne suis pas Mourinho, je n'ai pas le talent de management de Mourinho. J'essaye de voir des fois, il y a des choses intéressantes à prendre. Voilà, et j'essaye de me diversifier, que ce soit en fonction des sports, parce que je regarde aussi d'autres sports comme le rugby ou comme le basket, pour essayer de continuer à grandir, de continuer à progresser dans le management, dans la communication, et quelquefois, pourquoi pas, sortir du football pour aller travailler d'autres choses dans d'autres disciplines pour progresser et performer le week-end. Justement, tu parlais de Christophe Pélissier il y a quelques secondes. On connaît Maxime Giliberto, coach des féminines du HAC, coach des U19 féminines du HAC, mais tu as dû le croiser, je crois, à Lorient. Tu dis, si je me trompe, Christophe Pélissier. Est-ce que tu peux nous dire plus sur ton parcours qui t'est vraiment dans le fond? J'aime bien dire ça. Moi, je suis petit-fils de mineur à la base. Je suis né dans le Nord, à Lens. J'ai travaillé comme les gens du Nord et même les Havrais sont. C'est-à-dire on est connu pour des gens qui travaillent sans rien lâcher, qui ont un gros cœur dans le Nord. Et je me suis épanoui à travers le milieu amateur, notamment du côté de Béthune.
j'ai été comme tout le monde, hein, un joueur de district, puis un joueur de niveau peut-être national, voilà, quelques matchs, mais pas plus. J'ai pas été professionnel, rien de plus, voilà. Donc quand vous êtes peut-être pas pro, vous devez, comment dire, vous devez bonifier ou arriver par un autre talent que votre nom ou que votre carrière. Donc voilà, j'ai fait mes armes le dimanche matin sur les terrains de Béthune, dans la Cambrousse à Courrières, à Vingles dans le Nord. J'ai pu aussi aller travailler à la Ligue sur le football des princesses, qui était un projet de développement de la Fédé. À côté, je faisais aussi mon parcours universitaire avec un master en psycho, licence entraînement sportif. J'ai passé l'ancien BE, premier degré mention football. Puis après, arrivé à la licence, à l'âge de 18, 19 ans, 20 ans, vous devez choisir une spécialité. Et moi, la psychologie était vachement importante. Il y avait un master à Montpellier, donc je suis descendu à Montpellier. Voilà, c'est là où j'ai pu aussi faire mes classes à la Paillade. Voilà, je remercierai jamais autant la famille Nicolas que les gens qui sont autour de cette famille, David Vilchez, Jean-Louis Saez, voilà, qui m'ont permis, qui m'ont tendu la main pour me permettre d'arriver où je suis arrivé. Voilà, je pense que si Maxime Diliberto aujourd'hui est entraîneur de l'Arkema Première Ligue au HAC, c'est parce que toutes ces personnes, à un moment, m'ont imprégné et m'ont donné tous leur meilleur côté d'eux. Et après, oui, j'ai fait une année à Lorient. Et après, je suis arrivé avec 6 mois de décalage avec Laure Le Pailleur. Donc voilà un peu le parcours. On va dire un passionné de foot, comme tout le monde, je pense, dans le métier, mais un passionné de foot féminin. Ça va bientôt faire 15 ans que je suis dans le foot féminin. Je regarde beaucoup de matchs. Ça fait 10 ans que je connais la D1 pratiquement par cœur. Et j'adore être au contact des joueurs, j'adore être au contact de cette spécialité féminine parce que un préparateur physique, M. Aubert, disait un entraîneur de foot féminin pourra aller entraîner chez les garçons, mais peut-être qu'un entraîneur garçon ne pourra pas aller dans le foot féminin. Voilà. Et aujourd'hui, je suis très fier de mon parcours. Je suis très fier d'être entraîneur du HAC et j'espère qu'on va continuer dans les prochaines semaines, prochains mois à développer la structure. Et un jour, comme on le sait, il faudra quelqu'un peut-être de plus fort que moi, plus expérimenté pour faire passer encore un palier. Mais aujourd'hui, je pense que mes compétences peuvent apporter au club pour stabiliser vers une 7e, 6e place dans les mois à venir. Tu parlais tout à l'heure, tu t'es inspiré de plusieurs personnes dans le monde du foot et au-delà. Est-ce que toi, tu regardes ce qui se fait aussi dans les autres pays, par exemple en Angleterre, le football anglais, ce qui peut se faire? Est-ce que ça t'arrive, tu te regardes chez toi un match de foot anglais féminin? Oui, on regarde parce que on est toujours, à force de côtoyer des personnes, on a Sonia Bonpastor qui est partie à Chelsea, on a Amandine Miquel, on s'est côtoyé un peu sur les terrains, en formation ou en D1. L'adjoint d'Amandine avec qui je discute souvent. Il y a aussi, j'ai connu des personnes qui travaillent dans le foot féminin en Thaïlande, en Chine, voilà, ou aux États-Unis ou en Espagne. Et aujourd'hui, quelquefois, alors je dis pas qu'on s'appelle tous les semaines, hein, mais une fois par an, quelquefois, on s'envoie un petit texto pour se féliciter soit du maintien, soit à Chelsea d'être champion en Angleterre. Et ça nous permet voilà, de voir un peu comment ça se passe et de dire voilà. Comment vous faites ça chez vous, comment vous gérez le groupe, comment au quotidien vous avez amélioré les choses. Et on se voit que dans certains pays, ils n'ont pas du tout la même mentalité que nous. Voilà. Après, je pense que aussi il faut prendre avec des pincettes. On ne fera pas la même chose à Arsenal qu'on fait au Havre et on ne fera pas la même chose au Havre qu'on fait en Suisse. Voilà, donc c'est toujours novateur d'écouter, d'observer. Puis après, moi je suis adepte à on prend ce qui nous intéresse et après on fait une maillot à notre sauce et on avance. Est-ce que toi, tu as un souvenir du football qui t'a vraiment marqué quand tu étais plus jeune ou plus récemment? Peut-être, comme je suis né à Lens, Bollard, voilà. Bollard pour deux choses, pour le RC Lens avec son COP, avec les Tigers, mais aussi Bollard parce que France 98, France-Paraguay, voilà, et j'y étais au match grâce à mes parents. Et je pense que c'est tous ces petits événements, toute cette passion que les gens autour de vous qui vous entraînent et qui vous font monter dans le bus. Et depuis le plus jeune âge, on est assis dans la passion du foot et on continue à y être chaque année. Nous, on est très loin du domaine du football professionnel. Il y a toi qui peux nous en parler ici, justement. Est-ce que tu peux nous dire pour toi à quoi ressemble un jour de match? Quelles sont tes routines? Jour de match, je ne sais pas si j'ai des routines particulières. J'aime bien être entouré.
C'est-à-dire que très tôt, je viens au stade, voir Laure, discuter avec Laure. Toujours le staff, je leur demande d'être 1 heure avant les joueuses, voilà, pour commencer à être ensemble, pour commencer à communiquer, à se connecter entre staff. Chacun sait ce qu'il a à faire. Voilà, on remplit nos fiches, on a des fiches dans le vestiaire sur des tempos avant les matchs, sur les CPA, voilà. Et puis on a apporté aussi au fil des semaines des fiches un peu sur la côté préparation d'avant-match ou gestion d'un match, voilà. Et après, le plus long pour moi, c'est dans ma routine, c'est d'attendre, avant j'étais adjoint, l'échauffement, le terrain, et c'est d'attendre de laisser mon staff faire, d'attendre un peu dans les vestiaires. Des fois, j'essaye d'aller regarder l'échauffement, mais je sais que dès que je suis au bord du terrain, je suis tenté de prendre l'échauffement, donc je prends du recul, j'attends. Après, la seule routine que j'ai fait depuis que je suis au Havre, c'est boire un café en début de mi-temps et à la mi-temps au début de deuxième. Voilà. Donc c'est les seules vraiment routines que j'ai. Après, on est au quotidien ensemble, avant les matchs, avec les joueuses. Il y a une petite vidéo avant, quand elles arrivent, 5 minutes après, il y a une vidéo, elles vont voir le terrain. Puis après, il y a la causerie et puis ça enchaîne. Est-ce que tu vas toujours voir les matchs des 19 féminines Toujours? Ouais, je suis très attaché. J'essaye, je pense que j'ai loupé qu'un match à domicile sur les 10 ou 12 cette année. Voilà, et encore, je l'ai loupé pas parce que je voulais pas y aller, parce qu'on était en déplacement. Voilà, mais chaque match à l'extérieur c'est filmé maintenant, donc je les regarde à chaque fois et j'essaye toujours d'apporter, dès qu'on me le demande, mon œil avec le directeur Romain Chevrier ou Laure. Là en ce moment on est sur un peu les bilans de fin d'année, on en a discuté encore sur comment on peut apporter les jeunes plus rapidement sans les casser en équipe première, qu'est-ce qui a bien fonctionné cette année, qu'est-ce qui a amélioré au fil des mois. Et donc oui, je reste toujours attaché et j'ai un grand œil sur la formation parce que je pense que l'amour du foot, c'est par là qu'on doit la transmettre et je suis très attaché à la jeunesse. Et justement, avec les moyens qu'a le HAC et les moyens assez limités, on sait que le développement, ça passera aussi par la formation. Est-ce que justement ton expérience personnelle n'était pas encore plus dure avec ces moyens très limités? Non, c'était pas dur pour moi. Peut-être autour de moi. Je pense que certaines personnes du staff ou certaines joueuses n'étaient pas prêtes psychologiquement. C'est-à-dire que quand on vous annonce que ça va être dur, qu'on ne va pas recruter peut-être des trentenaires et qu'on va faire beaucoup jouer de jeunes parce que le budget est revu à la baisse pour X raisons. Voilà. Mais moi j'ai toujours été, j'étais un fan de jeux vidéo, peu importe, de stratégie, mais quand vous prenez les jeux vidéo, je mettais toujours le plus dur d'entrée. Je lançais le jeu, je mettais mode expert ou légende. Voilà. Et c'était dur au début. Mais je pense que c'est dans cette dureté, c'est comme ça que je me nourris au quotidien. C'est dans l'échec qu'on a appris. Les critiques, ça me donne de l'essence pour avancer, pour me dire je vais montrer aux gens que s'ils disent que c'est pas possible, je vais y arriver. Et en fait, non, pour moi, c'était pas dur en fait. C'était long, certes, parce que c'est long une saison, mais c'était pas dur. Jamais je suis rentré chez moi abattu en disant que je vais pas y arriver. Au contraire, quand on perdait, le soir même, je pouvais regarder 1 ou 2 fois le match et me dire et noter tout ce qu'il y avait encore à progresser. Le lendemain, revoir les joueuses collectivement et dire bah oui, on a perdu 3-0 ou 8-0 au PFC, mais regardez ce qu'on a été capable de faire et vous inquiétez pas, continuons à aller dans cette direction, ça va payer, ça va payer, ça va payer. Alors peut-être certaines m'ont pris pour un grand coup, même peut-être les supporters après les conférences, quand on était dernier, que je disais ça va, ça avance et qu'ils me prenaient pour un fou. Mais la preuve, quelques mois plus tard, ces mêmes supporters sont très contents de la performance et du niveau affiché par l'équipe. Quelquefois, il faut juste un peu de patience. Et au HAC, de la patience, il en faut beaucoup. J'aimerais vous dire sur le fait que tu as fait un master en psychologie, ce qui est assez rare dans un parcours d'entraîneur. Comment gères-tu les coups de mou, en sachant que le mental dans le sport de haut niveau, c'est très important? Il y a différentes façons de les gérer. Les coups de mou pour moi ou pour l'équipe? Les deux. Les deux. Pour moi, plus je travaille, voilà. Pour mon perso, c'est faut que je travaille encore plus. Plus c'est dur, plus je travaille. Voilà. Pour le groupe, c'est là où quelquefois j'ai dû adapter aussi mon discours sur la deuxième partie, où je suis un compétiteur, mais je suis aussi quelqu'un qui pense que le sport haut niveau, c'est s'entraîner beaucoup, c'est performer et c'est d'arrêter de se morfondre sur parce qu'on a perdu. On a perdu, on fait un bilan, hop, on ferme la page, on repart. Et il ne faut pas s'arrêter sur un échec. Voilà, l'échec c'est la vie. Aujourd'hui vous allez avoir 3 succès, les gens ils vont
ils vont parler de vous pour 3 succès, votre entreprise, un titre de champion, puis une demi-finale de Coupe de France. Oui, mais ils n'ont pas vu tous les échecs que vous avez pris, tous les parpaings dans la tête que vous avez pris, tous les fois où vous êtes tombé, vous êtes relevé. Et en fait, c'est ça qui me motive au quotidien. C'est peut-être d'avoir 12 échecs et d'avoir une réussite et me dire ouais, on a réussi à se maintenir parce qu'on a perdu 11 matchs dans la saison. C'est ça. Ouais. On a senti aussi, pour t'avoir suivi en conférence de presse, un changement de communication en cours d'année. Au début de saison, c'est un peu paradoxal, mais tu étais très encourageant dans les pires moments en fait, de la saison. Et à la fin, malgré le maintien déjà acquis, tu étais beaucoup plus piquant, même sur des joueuses. Est-ce que ça faisait partie de l'apprentissage aussi, le changement de communication? Oui, la communication avec une jeune de 17-18 ans et la communication avec des trentenaires, c'est totalement différent. Cette com, elle est juste faite que quand on est vraiment dans le mou, faut pas remettre la tête sous l'eau, faut encourager. Mais à un moment donné, quand on peut aller chercher plus loin et que je sentais mon groupe ou certaines individualités qui devaient apporter plus se mettre en mode gestion, voilà, il faut faire attention. Après, il y a aussi des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses en off quand on fait des entretiens individuels, voilà, où il y a des choses qui sont dites pour essayer d'améliorer les choses. Et oui, c'est vrai que quand on est une attaquante, je veux que les attaquantes marquent, c'est pas moi, c'est le poste qui veut ça. Voilà, c'est ce que je dis en entretien. Quand on est une joueuse off et qu'on n'a pas fait de stats passe D ou but, la saison elle n'est pas remplie à 100%. On ne peut pas me dire que j'ai fait une très bonne saison si je suis attaquante ou excentrée et que j'ai pas fait de passe D ou de but. Voilà, c'est comme ça que je conçois la chose. Donc oui, des fois j'ai été un peu plus piquant envers certaines personnes, mais parce que aussi quand les joueuses ont de l'exigence envers le coach, ou le staff ou le club, il faut qu'aussi la structure, l'institution ait de l'exigence envers les joueuses. Et donc c'est ce que j'ai essayé d'appliquer quand à la fin on était maintenu, qu'il n'y avait peut-être plus rien à jouer, on va dire, parce qu'on ne va pas se cacher, entre la 10e et la 5e place, à part remettre un ticket l'année prochaine, on n'a pas plus de droits télé, on n'a pas de Coupe d'Europe, rien du tout. Donc voilà, c'était aussi de se challenger et dire oh, on a fait le plus dur, on ne s'arrête pas, en visant 2-3 cadres ou 2-3 filles à haut potentiel. Et je trouve qu'elles ont bien su répondre, notamment face à ce nul face au PSG et à ce très bon match face à l'Olympique Lyonnais. Ça fait déjà 3 ans que tu es au HAC. Est-ce que tu te projettes sur le long terme dans ce club ou... 4. 4 Ouais, 4. Ça fait 4 ans 4, ouais. Ouais, après, moi je suis partisan. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le métier qui aiment comment dire, je ne conçois pas qu'on puisse rester. Alors, il y a différents types de personnes. 20 ans dans un club, je ne conçois pas. En équipe première. Ouais. Voilà, je ne conçois pas. C'est pas que je ne conçois pas, c'est que je trouve que à un moment donné, il faut aller voir ailleurs. Il faut aussi que. Ou alors, après, il y a toujours des. Arsène Wenger, Arsenal, j'aimerais m'entretenir une fois avec lui pour savoir comment il a fait pour tenir autant de temps. Alex Ferguson aussi. Voilà, mais en France, il n'y a pas beaucoup de coachs qui ont duré 20 ans. Giroud, ouais. Mais quel phénomène ce Giroud. Mais je pense que c'est qu'en fait, Giroud n'a pas pu se faire virer parce qu'il mettait trop la pression sur le président. Non, mais voilà, c'est. Moi aujourd'hui, je suis bien au HAC. J'ai de très bonnes relations avec Laure Le Pailleur. Et aujourd'hui, c'est ce que je recherche. Au-delà d'être sur l'équipe première, au-delà, j'aime travailler au quotidien avec Laure, j'aime travailler avec Yuri, mon adjointe au quotidien, avec Benjamin. Voilà, avoir des discussions avec Philippe De Smet, le directeur du médical, pour continuer à progresser. Le jour où je me sens pas l'homme de la situation, où je me sens épuisé, où je sens qu'en fait j'ai plus rien à apporter au Havre, on en a déjà parlé avec Laure, moi il n'y a pas de souci pour quitter le bateau. Ou si demain la direction me dit voilà, Maxime, on va se diriger vers quelqu'un d'autre, c'est le jeu. Il faut qu'on travaille dans le foot, on sait qu'en équipe première, on est sur un siège où que beaucoup de personnes veulent. Il y a beaucoup de candidats, très peu de postes, on le voit. Et aujourd'hui, c'est à moi au quotidien de montrer que je suis l'homme de la situation, que je suis l'homme qui peut apporter encore au projet. Et après, à chaque fin de saison, on se met autour d'une table avec le président et la directrice sportive. Et puis, on en convient de la future direction à prendre. Et puis après, si on n'est pas content, comme je dis aux joueuses, quand on n'est pas content, on se serre la main entre personnes adultes et puis on sépare nos chemins et on y va. Donc aujourd'hui, je suis bien. Je pense que la saison prochaine, on peut continuer sur ce qu'on a fait en seconde partie. Voilà, on va essayer de rétablir un peu de recrutement un peu plus étoffé pour pouvoir
s'asseoir un peu plus vite sur un maintien. Et puis dès qu'on aura fait un maintien, pourquoi pas aller battre l'année prochaine le record de la place. Justement, tu parlais de ta relation assez proche avec Laure Le Pailleur. Il y a cette fameuse rumeur de la vente de la section. Est-ce qu'il pourrait, donc la direction pourrait changer cet été? Est-ce que tu as des craintes sur ton avenir perso, sur celui de la section? C'est le jeu. C'est le jeu. Quand vous asseyez à une table de jeu, vous savez les règles. Après, vendre, pas vendre, ça, moi, je peux pas. Je sais même pas que je peux pas en dire plus. C'est juste, je l'apprends comme vous dans la presse. On me dit rien de plus. On verra, hein. On termine la saison, on fait les bilans, on prépare la saison prochaine. Si c'est vendu, comme je l'ai déjà dit en entretien ou en conférence, ça peut être de deux manières. Ça peut être très bien, à l'image de Lyon. Si demain l'actionnaire arrive et puis met un peu plus de budget, on pourra avoir un peu plus de moyens. Qui dit un peu plus de moyens, voilà, s'étoffer et avoir peut-être plus d'ambition. Moi, je suis toujours aussi très prudent sur ce type de vente, c'est-à-dire passer de 1 million à 100 millions de budget, c'est quelquefois faire n'importe quoi. Vaut mieux y aller étape par étape. Cette année, c'était la 3e saison d'Arkema Première Ligue, la plus dangereuse pour redescendre, on l'a vu. Je l'avais dit depuis 4-5 ans, depuis que je suis arrivé au club. C'est la plus dure, la 3e saison. Et d'un autre côté, si c'est pour être racheté et puis avoir l'effet Bordeaux, c'est pas cool quoi. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a un président, Jean-Michel Roussier, qui est assez d'expérience dans le domaine, ancien président de l'Olympique de Marseille. Donc, et Laure Le Pailleur, enseigne internationale. Donc ils sont assez expérimentés et assez sérieux sur ce domaine pour faire en sorte que le Havre existe encore dans les futures saisons. Tu parlais des entretiens justement avec les joueuses. On sait que certains départs sont déjà actés, la presse en a parlé, d'autres très probables. Est-ce que tu t'attends à une intersaison aussi compliquée que l'an dernier? À chaque saison, on me dit ça va aller. Et chaque saison, depuis qu'on est acte, c'est dur. C'est dur parce que vous avez deux super clubs qui montent, Lens et l'OM. Oui. L'OM, on peut dire ce qu'on veut de ce club, on aime ou on n'aime pas, mais ça a une ferveur, c'est un club mythique dans le foot français. Donc je comprends que certaines joueuses veulent aller jouer à l'Olympique de Marseille. Voilà. Mais j'adore ce challenge, l'irréductible gaulois, le petit Havrais, voilà, et qui est là et qui avec peu de moyens arrive toujours à faire de bonnes choses. Qui m'avait dit il y a 2 ans que Loricans quitterait son Aveyron pour venir jouer au Havre, qui m'aurait dit que Efa et Mendy, deux phénomènes de leur génération, seraient encore au Havre à cet âge-là. Voilà. Donc on peut être surpris. Le tout, c'est quand on fait du recrutement, c'est de trouver les bonnes personnes qui ont envie d'être dans le projet. Voilà. Après, il y a toujours un aspect pécunier qui rentre. Ça, c'est la question de Laure et du club. Mais moi, je m'attarde beaucoup sur l'état d'esprit. Et si la fille, elle ne vient pas au Havre par défaut parce qu'elle n'est pas de club, elle vient au Havre parce qu'elle a envie de porter les couleurs ciel et marine, parce qu'elle a envie de jouer au Stade Océane, parce qu'elle a envie de vivre en Normandie, parce qu'elle a envie d'être dans cette ville qui est quand même dynamique. Et donc, c'est ces critères-là qui nous font recruter quelquefois des jeunes joueuses, voilà, comme Madeleine Roth. Et donc, il y a une bonne perspective de recrutement, je ne le cache pas. Après, est-ce que ça va se conclure jusqu'au bout? Ça, tant que la joueuse n'est pas en photo et a signé son contrat, on reste dans le football et on fait avec les joueuses aujourd'hui qui restent sous contrat. On a vu une évolution justement de l'Arkema Première Ligue. Tu en parlais avec les 2 promus, Lens et Marseille. Il n'y a presque plus aucun club amateur. Il y a Fleury qui vient de monter dans ce qui sera la Ligue 3 chez le masculin. Donc en fait, il n'y a plus de club amateur en D1. Est-ce que il n'y a pas une crainte que le maintien soit plus abordable pour le HAC en fait, avec les moyens qui arrivent dans ce championnat? Le maintien, c'est tout le temps dur. C'est tout le temps dur. Mathieu Bonnemer avait eu des phrases super intelligentes sur quand vous jouez le maintien, il y a des joueurs qui sont, même des joueuses qui sont capables de jouer le maintien parce qu'elles savent où elles vont. Le plus dur, c'est quand vous entourez de personnes qui pensent jouer les 3 premières places et vous jouez le maintien. Ça, c'est très très dur. Mais au Havre, on a toujours su faire avec des cadres. On a Romane, on a Christy qui ont connu le maintien, donc elles savent ce que c'est. Madeleine a joué le maintien et Elisa aussi a joué le maintien plusieurs fois avec Dijon.
Letty dans les buts aussi a joué le maintien de par son parcours, que ce soit à Soyaux ou à Rodez. Voilà, donc Ikram a déjà aussi joué le maintien. Voilà, on a des joueuses qui sont capables de jouer le maintien. Et donc ça, c'est très rassurant pour un coach. C'est très rassurant pour un staff. Voilà, c'est très rassurant pour un effectif parce que vous avez beau perdre des matchs, on sait que dans le championnat, si vous gagnez 6 matchs et vous faites 4 ou 5 nuls, normalement vous êtes maintenu. Voilà. Donc on se fixe ça comme objectif. 6 victoires, 4 ou 5 nuls. Ça nous amène à 20-25 points et on est maintenu. Voilà. Après, peut-être il y aura une année un peu comme, je ne sais plus quelle année, en 2000, peut-être 15 ou 14, où la descente s'est faite à 20 points avec Albi, mais il n'y en a eu qu'une. Voilà, donc oui, les grosses cylindrées arrivent. En même temps, ça tend vers la professionnalisation, donc tant mieux. Ouais. À nous, le Havre, d'être perspicace et d'être très malin sur le recrutement, parce qu'on sait très bien qu'on n'aura pas les moyens peut-être d'un Olympique de Marseille, d'un Fleury ou d'un PFC. Voilà, mais moi, ça ne me fait pas peur et au contraire, c'est un super challenge. Et justement, quel rôle, quelle image quelle image le HAC a dans ce championnat, à ton avis? Tu parlais souvent par exemple des joueuses prêtées par l'OL et le PSG, tu disais que c'était un atout pour le HAC. Ouais, bah oui, c'est un atout parce que les gros clubs, les jeunes, quand on a un peu nos collègues dans les gros clubs, ils nous disent tout de suite que les jeunes parlent du HAC parce que à l'image d'Inès, Révélation, à l'image de Chancel Melinda, à l'image de toutes celles qu'on a pu faire entrer, Thaïs Gallet, Louise Klecheski, Émile Lefebvre, Luna Aboukari, Talia Seka, voilà, elles voient on tend la main aux jeunes, après aux jeunes de la saisir aussi. Et ça, c'est un atout pour faire venir des gros potentiels de nationalité française de l'équipe de France. On va pas se cacher, à Paris, à Lyon, il y a les meilleurs jeunes. Ouais. On a la chance, franchement, inespérée peut-être, mais que Melinda et Chancel soient de Coquet et de Montgaillard. Voilà. Mais on s'est battu, le club, l'OR, se sont battus pour les garder aussi. Voilà, quand vous faites un contrat à 17 ans à Melinda et Chancel, pas tous les clubs qui font ça. Donc c'était une marque de respect envers le travail qui avait été fait par mes prédécesseurs. Un travail, un respect aussi vers ce que les parents avaient engagé comme confiance au club. On voit quelques années plus tard que cette confiance est toujours là et qu'on a raison. Mais oui, aujourd'hui, le Havre est connu pour sa formation chez les garçons. C'est une institution, on le sait. Et je pense que depuis 1 ou 2 ans, on est vraiment connu pour notre formation chez les féminines. Il y a 2 ans, on a fait la première fois l'élite. On a fini 3e du championnat de France, derrière Lyon et Paris. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la qualité. Voilà. Et la preuve, sur toutes les compos, tous les fiches de match que j'ai pu faire, il y avait toujours 3 ou 4 jeunes. Et justement, le centre de formation vient d'ouvrir. Est-ce que c'est pas en pleine période d'incertitude sur l'avenir du foot féminin? On voit par exemple Reims qui jouait les playoffs l'an dernier, qui vient de descendre. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour toi, pour l'avenir justement de la section qui est encore en question? Je disais par rapport à l'ouverture de le centre de formation, est-ce que c'est pas une projection sur le long terme justement du club? Si. Aujourd'hui, les discussions étaient de un peu copier le modèle garçon chez les filles. Ouais. C'est pour ça que la fédération a baissé l'épaule au niveau de la préformation 4e, 3e et a laissé les clubs s'engager sur la formation avec les centres de formation. C'est aujourd'hui, de toute façon, le Havre doit vivre avec ses centres de formation de garçons et filles. Je ne vais pas vous faire l'historique de tous les grands joueurs qui sont passés par l'AKV et qui sont devenus et qui jouent encore en Ligue des Champions à cette heure-ci. Voilà, moi j'espère juste que dans 10 ans, quand je serai à la tête certainement d'une autre équipe ou peut-être au fond de mon fauteuil et que je regarderai des matchs de Ligue des Champions féminines, j'espère revoir Melinda et Chancel dans des grands clubs ou peut-être le Havre, si le Havre s'est développé et peut-être ira en Ligue des Champions et voir carrément des joueuses qui n'ont peut-être pas pu percer parce qu'un centre de formation, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est de la formation, c'est de la formation sportive mais aussi de la formation civique, de créer et de développer la femme de demain. Et pourquoi pas une joueuse qui n'a pas pu, dans un premier temps, avoir son premier contrat pro au Havre, rebondir et aller ailleurs. Donc c'est ce qu'on veut faire avec le centre de formation. Et c'est pour ça qu'avec le Pailleur, l'année dernière, on a beaucoup travaillé pour ouvrir ce centre. Et l'arrivée de Romain Chevrier à la tête de ce centre est aussi une nouveauté. Et cette fraîcheur qu'il apporte au quotidien au niveau du centre, c'est tout bénéfique pour moi en tant que coach sur l'équipe première. Toi, est-ce que tu disais tout à l'heure, tu lisais un petit peu la presse, est-ce que tu la lis beaucoup? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as une présence médiatique un petit peu ou... Non, les médias, c'est pas ce qui m'intéresse. Je sais que
Non, les médias, je vais pas faire le fanfaron à créer une chaîne YouTube ou des choses comme ça. Voilà, les réseaux, pour moi, je les utilise dans le recrutement. J'aime beaucoup savoir ce que les joueuses qui vont venir ou ce que les joueuses dans mon effectif font au quotidien. Voilà, j'attache beaucoup d'importance à l'attitude et au comportement qu'on a en dehors du terrain. Voilà, après, vous savez, ça va très vite les réseaux. Hein. Quelquefois, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir, qu'on vous appelle. Oh, t'as vu la joueuse là, ce qu'elle a fait. Voilà. Notamment en ce moment, il y a des clubs qui sont un peu plus visés que d'autres par rapport à d'autres problématiques. Mais non, les réseaux, j'y suis très peu. J'ai mon analyste ou mon adjointe qui quelquefois me dit les supporters sont contents, voilà. Bon, j'ai Gérélie, l'attaché de presse, qui me fait des retours un peu sur ma communication, quelquefois, voilà, sur ma façon de me tenir, ma façon de m'exprimer. Mais quelquefois, il ne faut pas dire ça, Max. Dis-le autrement. Voilà, mais non, je ne suis pas attaché à ce qu'on pense de moi, je ne suis pas attaché à ce que peuvent dire les gens sur les réseaux. Voilà, ce qui peut, comme tout coach, là-haut, hein, sur la Ligue 1 ou d'autres, quelquefois nos amis proches ou peut-être notre famille sont touchés, mais ça va, j'ai des parents qui regardent, qui n'ont pas les réseaux sociaux, donc ça me va. Et aujourd'hui, je fais abstraction de ça, je travaille, c'est mon travail. Je fais mon travail comme si j'étais dans l'usine Total ou dans l'usine Renault ou au port. Voilà, je fais mon travail comme si... voilà, et la seule personne compétente pour me dire si je fais mal mon travail, c'est alors le payeur ou le président. Donc ils me convoquent et me disent Max, ça c'est pas bien, et j'essaye de rectifier. Tu parles de l'impact des réseaux sociaux. Arrives-tu quand même à avoir un équilibre vie pro et vie perso à côté du football? C'est dur. Sport de haut niveau, très chronophage. C'est dur, hein, surtout avec Laure où on échange beaucoup, de par son expérience, de par son statut et de par sa carrière. Voilà, elle m'a aidé au quotidien aussi avec Yuri sur la gestion du groupe, sur la gestion de comment garder la tête haute sur les résultats. Ouais, pas plus, pas moins. Ça va, ça reste raisonnable. Tu arrives toujours à pratiquer à côté du sport? Parce que toi, tu es tout Ouais. Ouais. Ah, ça se voit pas sur la balance, mais On a vu que tu es souvent en vélo. ouais, ah ouais, bah, Ouais. vélo, c'est bien. Ouais, pour les articulations, j'essaye toujours de faire du sport, un minimum. Il y a des temps où c'est vrai que la période hivernale, je préfère aller au restaurant. Je vous avoue. Mais ouais, quand on rentre chez soi, on essaye de couper, même si d'un seul coup, il y a un agent, une joueuse qui demande un entretien ou un rapport, voilà. Et comme on est toujours dans la perfection et dans la performance, en fait, ça s'arrête jamais la performance. Difficile de couper. Ouais, difficile. On essaye, je vous assure, on essaye entre 23h et 6h du matin, souvent quand je dors, il n'y a pas trop, mais quelquefois le cerveau ne veut pas s'arrêter, c'est le plus dur. Oui. Tu parlais, je vais la tenter, c'est la question bonus, je vais la tenter quand même. Tu parlais des profils psychologiques des joueuses que tu essaies de recruter. Est-ce que tu as déjà des pistes pour cet été? Ouais, on a des pistes, après je peux pas tout vous dire. Ouais, je l'ai tenté. Non, on aimerait déjà renouveler les joueuses avec qui le club veut continuer à travailler, comme Romane, Zoé et puis Ikram, voilà, qui sont le parfait exemple d'Ikram, une fille qui était au Havre, qui a permis au Havre de monter en D1 il y a 4 ans. Malheureusement, le club ne s'est pas maintenu, qui est parti à Orléans, qui a eu entre-temps un super enfant, un super bébé, et qui là revient et qui a tout cassé sur la seconde partie. Romane, on la présente plus. Limite, si on devait faire une affiche avec un bateau, elle devrait être devant, un peu comme Jack Sparrow. Hein. C'est un peu 4-5 ans qu'elle est au club. Elle représente les valeurs, et c'est pour ça que je l'ai nommée capitaine, elle représente les valeurs que sont le Havre. Voilà. Et puis Zoé, c'est une fille pareille qui représente, quand on la voit sur le terrain, l'acharnement, les courses à haute intensité, même quand elle n'a pas le ballon, le repli défensif, tout ce que j'aime en tant que coach de tous ces joueuses, avec un état d'esprit, une attitude que quand on perd le ballon, on revient défendre, quand on attaque à fond. Voilà, et oui, des fois on a un peu de déchets, c'est vrai. Des fois les matchs n'ont pas été beaux, j'avoue. Mais l'essentiel est là de cette maintenant. C'est bon, ouais. Merci coach pour l'interview.